Bonjour à tous. En Europe, on compte 30 000 milliards d'euros d'épargne. Rien qu'en France, il y a 3 700 milliards d'euros sur les comptes courants et les livrets réglementés. On estime que cette épargne des Français a même été prise en compte par les agences de notation pour ne pas toucher à la note de la France malgré l'aggravation des déficits publics. Les Français épargnent beaucoup et aujourd'hui, certains craignent une captation de ce magot populaire par les politiques, avec notamment l'union de marché des capitaux, une idée relancée par le ministre de l'économie lui-même, Bruno Le Maire. Avec nous, Philippe Crevel, vous êtes le directeur du Cercle de l'épargne, vous publiez une lettre économique hebdomadaire, la lettre Éco, et un mensuel consacré à l'épargne et à la retraite. Avec la campagne des européennes, donc l'union de marché des capitaux est relancée. Et donc certains craignent une captation de l'épargne populaire. Est-ce que vous y croyez, vous? Et qu'est-ce que vous pensez de cette union des marchés des capitaux? Je crois qu'il ne faut pas mélanger les termes. L'union des marchés des capitaux, ce n'est pas la préemption par les États européens, par la Commission européenne de l'épargne des ménages. C'est au contraire la capacité de financer les entreprises, les États également, sur un espace beaucoup plus large. Aujourd'hui, il y a une tendance à nationaliser les financements. La France finance les entreprises et les États français, et l'État français, l'Allemagne fait de même de son côté, ainsi de suite. Or, nous avons construit une monnaie unique. En 1999, il y a 25 ans, un quart de siècle, mais nous n'avons pas construit, entre-temps, un véritable espace financier qui permettrait d'avoir une profondeur de marché aux États-Unis. Les entreprises, les start-up, celles qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie, peuvent se financer sur un très large marché. New York irrigue l'ensemble des États américains. Or, ce n'est pas le cas en Europe. Il y a d'un côté donc Francfort, de l'autre côté Milan, de l'autre côté Madrid et puis Paris. Et ce sont des places financières qui sont en concurrence. Il n'y a pas de mutualisation. L'espace financier commun serait un progrès et ce n'est pas ça qui ferait que l'épargne des Français serait préemptée, orientée par les États. Bien au contraire, ça donnerait plus de pouvoir aux épargnants. Oui, alors on a quand même entendu pas mal de voix s'élever en disant mais si les 33 000 milliards d'euros d'épargne des Européens seront intégrés dans cette union? Nous aurons un espace financier commun avec une circulation des capitaux qui sera renforcée, elle existe déjà aujourd'hui, mais ce serait surtout la possibilité pour une entreprise française de lever beaucoup plus facilement de l'argent en Allemagne, en Italie, en Espagne, et non pas se contenter simplement du marché français. Donc ce serait plutôt d'élargir la possibilité pour les entreprises, pour les acteurs financiers, d'avoir accès donc à une épargne beaucoup plus large que celle qui est aujourd'hui possible, disponible, parce qu'on a en fait des normes administratives, des normes fiscales différentes de frontière en frontière. Donc non, l'espace financier européen, ce n'est pas quelque chose qui irait à l'encontre des épargnants. Bien au contraire, ça leur permettrait d'accéder à des produits qui seraient certainement plus rémunérateurs, plus intéressants. Aux États-Unis, les actifs financiers sont beaucoup mieux rémunérés qu'en Europe. Or, on a un espace financier qui est unique aux États-Unis, comme on le sait. Alors d'où vient cette croyance du risque de fléchage de cette épargne mobilisée sur des sujets politiques? C'est ça ce qu'on entend. C'est-à-dire que les gens craignent que le pouvoir politique commence à dire bah, l'argent va aller pour la transition écologique, pour tel sujet et pour la défense. Il y a un débat qui est franco-français surtout. Quel est le pays champion de l'épargne administrée? C'est la France, avec son fameux livret A, auquel il faut rajouter le livret de développement durable et solidaire, le livret d'épargne populaire, le livret jeune et ainsi de suite. Il n'y a aucun autre pays en Europe qui a créé un livret A. C'est une spécificité française. Ça a été créé il y a plus de 2 siècles, en 1818, pour permettre un fléchage de l'argent des ménages vers l'État, essentiellement. Et puis, depuis la Seconde Guerre mondiale, vers le logement social, c'est assez proche de l'État. Certains rêvent aujourd'hui un fléchage vers l'industrie de la défense. Certains se sont dit, pourquoi pas la culture? Pourquoi pas donc le financement vert? Alors sur le financement vert, c'est vrai que ça existe déjà. Le livret de développement durable et solidaire, comme son nom l'indique, est déjà fléché un peu vert. Mais ça, c'est une pratique très française, ce n'est pas une pratique européenne. Donc le marché unique des capitaux n'a rien à voir avec cette histoire de fléchage administré tel qu'on le pratique en France. Après, c'est vrai que pour certains, et ça a été avancé par Bruno Le Maire, et j'irai dans votre sens, l'idée d'avoir un grand marché unique des capitaux permettrait
de faciliter la transition écologique en mobilisant vers des placements plus verts l'épargne des ménages qui aujourd'hui dort essentiellement dans les comptes courants et sur les livrets. Oui, c'est vrai, mais il faudrait derrière qu'il y ait des supports financiers qui soient créés, des supports qui sont des supports d'entreprise pour financer la transition écologique que tout le monde souhaite. Alors, tout le monde souhaite, vous dites ça, mais il y a des gens qui disent, bah non, moi, mon argent, je veux savoir où il va. En fait, c'est ça le débat principal, c'est-à-dire que des épargnants disent, mais moi, je veux pas que mon argent serve à des choses que je n'ai pas choisies. Ou alors, on se dit, bah finalement, c'est très démocratique, puisqu'on a élu des gens, et les gens, ces élus, décident de choses. Vous avez la possibilité, en tant qu'épargnant, de choisir les actions d'entreprise. Vous avez la possibilité de choisir vos supports, les OPC, les organismes de placement collectif, et vous avez un rapport qui vous indiquera ce qu'on fait de l'argent. Il n'a pas été prévu, donc, qu'il y ait un produit européen unique où tout le monde devrait aller. Il a été évoqué la possibilité de créer une enveloppe européenne, un peu comme le PEA, le plan d'épargne en action, qui serait de nature donc au-delà de nos frontières, qui serait trans-étatique. Et dedans, on mettrait des supports qu'on choisirait. Donc ce ne serait pas une dépossession complète de l'épargne des ménages. À la limite, aujourd'hui, dans un livret bancaire, on ne sait pas où va l'argent. Dans un livret, super livret, etc., non plus. Donc, dans un contrat à terme, on se doute bien que ça doit financer l'État, mais je ne suis pas sûr que les Français savent que sur un contrat à terme, c'est l'État qui est le premier bénéficiaire. Mais ça peut être également des titres obligataires courts qui sont émis par des entreprises. Donc, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que même dans un plan épargne retraite d'entreprise, on ne sait pas obligatoirement où va son argent. Dans un plan d'épargne retraite, il y a quand même des rapports chaque année sur les placements qui sont faits. Et vous choisissez les supports. Soit vous choisissez le fonds euro, soit vous choisissez des unités de compte, si c'est un PER de nature assurantielle, soit quand c'est un compte titre PER bancaire, là vous choisissez. Et vous pouvez dire non, je ne veux pas de cette UC ou de cette part d'OPC. Vous avez la possibilité de choisir. Si vous dites rien, oui, la banque ou l'assureur fera le choix à votre place, mais parce que vous avez décidé. Est-ce que vous dites responsabilisez-vous? C'est-à-dire vous êtes épargnant, réfléchissez à ce qui se passe avec votre argent, ce que vous êtes en train de me dire. Bien sûr, il y a énormément d'outils disponibles aujourd'hui pour décider vraiment de manière précise et vraiment avec la connaissance suffisante pour les placements. Il y a les rapports annuels, il y a la possibilité de demander des informations à son conseiller, et puis n'a rien interdit de regarder sur Internet. Et donc globalement aujourd'hui, si on veut, on peut savoir où va son argent et comment il est utilisé et à quoi il sert. Après, c'est vrai qu'il faut parfois un peu travailler. Alors je vais en terminer avec cette histoire d'Europe, mais finalement, c'est pas Christine Lagarde qui a un peu semé le trouble la première quand, dans un discours, elle a dit que la BCE devrait elle aussi commencer à flécher alors elle finance pas le particulier, mais elle finance les banques, flécher elle aussi ses investissements. L'idée de la Banque Centrale Européenne, c'est de dire que sur les refinancements des banques, les banques donc, se refinancent auprès de la Banque Centrale Européenne, et donc elle aurait la possibilité d'orienter les actions des banques à travers des taux différenciés. Par exemple, la banque donc, aurait un bilan vert fort, élevé, elle aurait le droit de se refinancer à des coûts moins élevés qu'une banque qui financerait des activités carbone. Et ce serait donc une manière pour la BCE d'orienter les investissements que les banques commerciales donc, financent. Alors ça, c'est un projet, ça n'a pas été concrétisé parce qu'il y a des résistances dans certains pays. Donc ce serait l'idée qu'il y aurait en fait un argent vert et un argent carboné, avec des taux d'intérêt qui seraient C'est ce qu'on appelle un fléchage, là, quand même. Ce qui est un fléchage des investissements et du refinancement bancaire. Bon, c'est à l'étude. Si on est favorable à la transition écologique, dans ces cas-là, on est plutôt dans ces cas adepte de ce genre de politique. Si on considère qu'on n'a pas à désavantager des entreprises qui sont dans le carbone mais qui font des efforts par ailleurs, c'est le problème de Total Energy. Il y a eu le débat justement de Total Energy. Est-ce que Total Energy allait rester coté à Paris compte tenu du contexte réglementaire européen qui est peu favorable aux entreprises carbonées, ou est-ce qu'elle allait se faire coter à New York? Le PDG de Total Energy a décidé de rester en France. On voit bien que c'est un débat qui est lié évidemment à comment on souhaite organiser la transition écologique dans les prochaines années.
Ouais, pour poursuivre, parce que nos auditeurs aiment beaucoup ce sujet-là, mais finalement, est-ce que c'est pas ce débat traditionnel depuis maintenant quelques dizaines d'années, quelques décennies, entre les keynésiens et les libéraux ou l'école autrichienne? C'est-à-dire ceux qui disent bah, les banques centrales, c'est le mandat rien que le mandat, donc vous luttez contre l'inflation et vous faites pas autre chose. Alors le problème aujourd'hui, c'est évidemment entre keynésiens, monétaristes, libéraux, c'est de retrouver ces petits. C'est pas forcément facile. Hein, on est plutôt, c'est vrai, dans un monde keynésien avec des déficits publics comme 7% aux États-Unis, 5,5% en France, avec un interventionnisme de plus en plus accru des États après la période d'épidémie Covid telle qu'on l'a connue en 2020. Donc c'est vrai qu'on est plutôt dans un moment keynésien. Les monétaristes sont un peu moins à la mode. L'idée que la monnaie doit être simplement un instrument et non pas un outil de politique économique. Hein, et donc les thèses monétaristes, c'est de dire qu'en fait, la progression de la masse monétaire est donc fixée en avance en fonction de critères objectifs et non pas une manipulation. Depuis donc 2007, 2008, 2009, la crise des subprimes, nous avons complètement tourné le dos donc aux politiques monétaristes pour rentrer sur des politiques monétaires dites non conventionnelles, mais qui le sont devenues parce qu'elles sont devenues la règle, pour lutter contre la déflation. Je tiens à remarquer quand même que Christine Lagarde, comme son homologue à la Fed, Jérôme Powell. Jérôme Powell, pour ne pas le citer, ont mis en œuvre des politiques de désinflation en augmentant les taux directeurs et en abandonnant les politiques de rachat d'obligations et qu'on est un peu sorti de ces politiques non conventionnelles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un créneau pseudo-keynésien. Monétariste, on l'est beaucoup moins. Les libéraux, alors il n'y a pas de dogme en matière de libéralisme, et au niveau de la monnaie, l'idée que la monnaie est plutôt un voile et non pas quelque chose qui permet d'agir sur l'économie, c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné de cette pratique, on peut peut-être le regretter. Alors on va revenir au niveau du grand public avec cette épargne. Donc vous pensez qu'on ne va pas se faire spolier son épargne? Je ne l'espère pas, surtout. Hein, mais je ne vois pas dans les déclarations de Bruno Le Maire ou de Christine Lagarde une volonté de spolier les épargnants. Bien au contraire, pour moi, c'est la possibilité d'accéder à un plus grand nombre de supports de manière plus facile sur le private equity, sur le non-coté en particulier, donc, où aujourd'hui, parce que les marchés nationaux sont étroits, à investir sur du non-coté en Europe, en France, c'est dangereux, c'est parce qu'il y a une part de risque. Si on élargit la surface, si on a une profondeur de marché, c'est beaucoup plus intéressant. Alors revenons sur le fonctionnement du livret A, pour prendre cet exemple-là. Comment ça fonctionne le livret A? C'est quoi le cheminement de cet argent déposé par mon petit-neveu, puisqu'on fait ça très jeune, très souvent, jusqu'à ma grand-mère? Le livret A, c'est un peu un tour de magie. C'est quelque chose qui est fantastique. C'est transformer de l'argent de court terme en ressources de long terme. Et donc là-dessus, la France est vraiment championne du monde. Donc c'est vrai que c'est un produit qui est à la fois liquide, vous pouvez entrer et sortir quasiment de manière instantanée. Il y a un taux qui est fixé par avance, qui est révisé régulièrement, ça donne lieu à chaque fois à de nombreuses polémiques. Et puis, il y a une sécurité, la garantie en capital. Vous n'avez aucun risque de perte de capital sur le livret A. Et bon, il n'y a pas de fiscalité, pas de prélèvements sociaux. Ça, c'est pour faire plaisir aux Français qui n'aiment pas payer les impôts. Après, sur la mécanique pure du livret A, vous mettez de l'argent dessus. Grosso modo, donc, il va y avoir 2/3 de cet argent qui va être rétrocédé à la Caisse des dépôts et consignations. Et l'établissement qui l'a collecté, votre banque par exemple, va en conserver 40%. Sur donc les 2/3 qui partent à la Caisse des dépôts et consignations, l'argent centralisé, il y en a 50% qui vont dans un fonds d'épargne. Et ce fonds d'épargne, c'est pour assurer la liquidité, la sécurité du produit. Ce fonds d'épargne, là, l'argent est investi dans des titres de trésor, donc titres court terme, monétaires, les bons du trésor, et également des obligations, les fameuses OAT. Et donc ça, c'est le financement de l'État. Et puis, il y en a, donc l'autre moitié, essentiellement, qui va financer le logement social. Alors sous quelle forme? Comment ça marche? Et donc là, ce sont les bailleurs sociaux qui vont donc faire des prêts auprès de la Caisse des dépôts sur des périodes longues, et c'est là où le tour de magie, ressources de court terme, emprunts de très long terme, et donc là, ça peut être sur jusqu'à 50 ans, et donc ils vont payer un taux d'intérêt pour ces emprunts, taux d'intérêt qui est évidemment fonction du taux d'intérêt qui est donné à l'épargnant dans le titre de son livret A,
Et puis ils vont rembourser le capital au fur et à mesure des échéances. Et donc comment l'épargnant est rémunéré? Il est rémunéré à partir donc des ressources du fonds d'épargne, parce que là il y a des revenus qui sont dégagés, par le remboursement donc des bailleurs sociaux, et puis également des clients des banques qui ont accès aux ressources du livret A, les fameux 40% qui restent dans les banques. Là, les banques doivent prêter essentiellement aux collectivités locales et aux PME. Donc les PME sont bénéficiaires d'une partie de l'argent de l'épargne administrée, et eux aussi paient des intérêts, et ces intérêts donc, permettent de payer ceux du livret A. Il faut prendre en compte aussi qu'il y a des frais de gestion, et donc il faut prendre en compte que le taux du livret A qui est offert et qui est fixé par l'État n'est pas forcément en adéquation toujours parfaite avec les coûts supportés par les établissements financiers, parce qu'ils vont avoir des rentrées d'un côté, et de l'autre côté, ils vont avoir des coûts, la gestion du livret A, la gestion des prêts. Et donc ça peut parfois être pas intéressant pour donc la Caisse des dépôts ou pour les banques d'avoir énormément d'argent sur le livret A, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que derrière, il y a toute cette mécanique du financement. Oui, c'est pour ça qu'il y a de temps en temps des moments de friction entre... Les banques, en règle générale, ne sont pas forcément demandeuses de hausse du taux du livret A, parce que derrière, évidemment, ça nécessite qu'elles le répercutent sur leurs clients, mais parfois elles sont contraintes également par l'État de ne pas augmenter leur taux, et puis elles doivent subir évidemment donc des coûts de gestion. Quand le taux du livret A était à 0,5%, évidemment c'était plus facile que quand il est à 3 ou 4%. Alors sauf qu'à l'époque les taux de refinancement étaient très faibles, mais les coûts de gestion du livret A c'est 0,3, 0,4. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces 3 700 milliards d'euros épargnés, qu'on dit un peu dormants? Est-ce que vous pensez que c'est une problématique, c'est un problème, ou est-ce que finalement c'est une culture française et qu'on vit très bien Ce n'est pas spécifiquement à la France. Les Allemands ne sont pas différents de nous. Ils ont plus de cash, les Allemands. Ils ont un peu moins sur les livrets. Alors, ils n'ont pas le livret administré, ils n'ont pas le livret A, ils n'ont pas le LDS, mais ils ont des livrets bancaires. Oui, et les Suisses ont un taux d'épargne de 20%, enfin ils ont un plus gros... Alors les Allemands ont un taux d'épargne de 20%, nous sommes à 17-18%. Les Italiens sont également assez liquides, donc ce n'est pas quelque chose qui est vraiment un marqueur français. On se distingue au niveau des Européens continentaux des États-Unis, où il y a là un volet action beaucoup plus élevé, et des Britanniques. En Europe continentale, il y a simplement les Néerlandais qui sont vraiment action, un peu l'Europe du Nord. Mais sinon, les grands pays donc, d'Europe, Allemagne, France, Italie, Espagne, sont assez ressemblants. Après, ça finance l'État. Il ne faut pas dire que l'épargne ainsi collectée ne sert à rien. L'État a besoin d'argent, ça n'a échappé à personne. Et il est très content de trouver ces comptes, ces livrets qui permettent donc d'émettre des bons du Trésor et des OAT. Après, l'inconvénient, c'est que ça finance moins les entreprises. Et c'est vrai qu'en France, les entreprises se financent essentiellement par crédit. 2/3 du financement des entreprises, c'est le crédit. Aux États-Unis, c'est l'inverse. 2/3 du financement des entreprises s'effectue par le marché. Donc, Bruno Le Maire, mais avant lui, de nombreux ministres de l'économie et des finances, dans les années 70, donc il y a 50 ans, René Monory déjà souhaitait une réorientation de l'épargne vers les placements lents, vers les actions. Et donc on voit que c'est un débat sans fin, récurrent, c'est une véritable antienne de dire que oui, il n'y a pas suffisamment d'épargne vers les actions, il n'y a pas suffisamment d'épargne pour les entreprises. Alors pour vous, quelle est la raison de ce non-engouement des Français vers les actions? Si vous dites que depuis René Monory, déjà, on essayait de rendre les Français un peu plus boursicoteurs. Il y a de multiples explications. On a un fonds paysan. Les Français ont très tôt, avant même la Révolution française, donc acquis des terres, et donc le côté terrien, la possession en dur d'un bien physique, ça c'est quelque chose qui est important en France, et ça s'est transmis de génération en génération, pas forcément à travers la possession donc, de champs, ça s'est pu se transmettre à travers la possession d'un logement. La possession de sa résidence principale est considérée comme un acte normal en France, un acte quand on commence à travailler, etc., il faut devenir propriétaire. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays.
Et puis deuxièmement, c'est la sécurité, le capital. Il faut que ça reste, il faut que ce soit du dur. Donc la sécurité du capital, d'où le succès du livret A, d'où le succès des fonds euros de l'assurance vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le pays. Une autre raison pourquoi en France, il y a cette priorité donnée donc, à des produits de court terme, c'est donc l'absence de fonds de pension. On a développé un système de retraite qui repose quasi exclusivement sur la répartition. Ça a été un choix politique en 1944 qui a duré pendant à peu près 50 ans. Et l'épargne retraite aujourd'hui est marginale. L'épargne retraite, ça assure 2,5% des revenus des retraités. Vraiment rien. En moyenne, dans l'OCDE, c'est 15%. Aux États-Unis, c'est 40%. Et donc, les pays où il y a des fonds de pension sont des pays où il y a une propension aux actions beaucoup plus forte. Et donc, en France, peu de fonds de pension, donc pas de propension pour les actions. Et oui, parce qu'on a l'épargne plus la retraite. C'est-à-dire que nous, on a effectivement les 17% de taux d'épargne plus la retraite qui est quand même, à la différence des États-Unis, qui est déjà présente. C'est une autre épargne, finalement. C'est une épargne indirecte, mais c'est une épargne. C'est pas une épargne dans le sens où on est dans un système par répartition. C'est une solidarité intergénérationnelle. Mais donc, aujourd'hui, il y a une forte inquiétude sur la pérennité de notre système de retraite, ce qui conduit les ménages à épargner davantage. Notre taux d'épargne aujourd'hui est 2 points supérieur à ce qu'on connaissait avant 2019. Il y a eu évidemment toutes les crises, etc. Mais il y a également de plus en plus la volonté de mettre de l'argent de côté pour sa retraite. Et donc c'est un sujet d'inquiétude. Donc je ne dirais pas que la répartition est un système d'épargne déguisé. Non, aujourd'hui c'est un sujet d'épargne supplémentaire. Je ne disais pas que c'était déguisé, je disais que c'était un fait. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est obligé de prendre une partie de ses revenus du moment pour l'après, alors que nous, les revenus du moment, ils sont déjà mobilisés par l'employeur, on va dire. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres placements sûrs d'épargne que les livrets? Alors ici, on parle beaucoup d'or, d'argent, qui revient un peu sur votre bon sens paysan de tout à l'heure. Les Français ont longtemps eu des louis d'or ou des Napoléons ou des pièces en argent, des semeuses. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres produits? Est-ce qu'il y a d'autres réflexes que les livrets qui peuvent exister? Heureusement qu'il y a d'autres réflexes que les livrets. L'assurance vie, fonds euro, assurance vie, est évidemment un des gros moteurs de l'épargne française. Et puis, je dirais que les Français appliquent quand même assez bien les préceptes classiques en matière d'épargne, de la diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a beaucoup de livrets, mais il y a beaucoup d'assurance vie. Se développent les actions quand même. Depuis 4-5 ans, on voit une montée des actions, en particulier chez les jeunes. Les jeunes aussi qui sont de plus en plus crypto. Le taux d'appétence des moins de 35 ans sur les cryptos, c'est 40%, donc c'est pas mal. Et un quart des moins de 35 ans ont acquis des cryptos. Donc on voit qu'il y a là-dessus des comportements qui évoluent. Donc évidemment que des supports comme l'or, parce qu'il y a une vraie tradition de l'or en France, soit sous forme de monnaie, soit sous forme de bijoux, qu'on se transmet de génération en génération, avec l'idée que ça peut être, à un moment donné, donc quelque chose qui permettrait de faire face à des difficultés, même si d'ailleurs le côté successoral est important. On aime se transmettre le lingot, la pièce, de génération en génération, mais ça fait partie de cette politique de diversification que les épargnants en France ont et qui se maintient de décennie en décennie. Vous pensez qu'on va rester un peuple d'épargnants ou un jour on deviendra comme les Américains parce que le système par répartition de la retraite sera moins puissant? Est-ce qu'il y aurait une évolution comme on voit sur pas mal de choses? On devient un peu des Américains sur pas mal de choses? Sur l'épargne, on constate vraiment une très forte résistance en la matière. La preuve, le taux d'épargne monte. Pendant la vague inflationniste, il y a eu plus d'épargne qu'avant la vague inflationniste. Il y a eu un réflexe de se dire « mes encaisses, mon patrimoine diminue avec l'inflation, il faut que je le reconstitue ». Ça, c'est un phénomène d'encaisse réelle, dans ce qu'on appelle un effet Pigou. Et ça a été constaté de manière extrêmement forte en France. Dès qu'il y a une angoisse, qu'est-ce qu'on fait en France? On épargne, on ne consomme pas. L'Américain va dire « oh, demain c'est la fin du monde, je vais me faire plaisir, je consomme ». Le Français, il se dit « j'épargne ». Et c'est vrai sur toutes les générations. L'idée que les jeunes ne seraient pas du tout épargne est quelque chose de complètement faux. Pendant la crise Covid,
qu'est-ce qu'ont fait les jeunes avec l'argent qu'ils n'ont pas dépensé parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, parce qu'ils ont parfois économisé, parce qu'en fait, ils n'avaient plus de logement parce qu'ils sont revenus chez les parents. Enfin, le taux d'épargne dès moins de 25 ans a été multiplié par 2. Or, dans le même temps, on pouvait lire « les jeunes n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus se nourrir, etc. » Mais de l'autre côté, ils épargnaient. Donc on voit là-dessus qu'il y a parfois des messages contradictoires. Non, il y a une véritable tradition de l'épargne en France. Et d'ailleurs, la meilleure illustration, la France parfois est en difficulté économique, mais il y a un secteur où on est plutôt reconnu au niveau mondial, c'est dans le domaine de l'épargne. On a des très belles entreprises financières, des très grandes banques, de très grands assureurs. Il y a énormément d'acteurs financiers, que ce soit sur donc, des marchés traditionnels ou des marchés un peu alternatifs comme l'or, qui sont reconnus au niveau international. Et donc c'est lié évidemment à une véritable tradition, un véritable savoir-faire. Et je pense que ça ne va pas changer dans les prochaines années. Philippe Crevel, merci beaucoup. Merci pour cette conclusion. Donc, ne craignez pas pour votre épargne, diversifiez visiblement, parce que de toute façon, c'est une culture française et une habitude française. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci à la chronique Agora de nous avoir accueillis une nouvelle fois dans leur magnifique studio. N'oubliez pas de télécharger gratuitement leur rapport, la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation. Le lien est accessible dans la description de cette vidéo.